Les yeux des menthes sont composés de plus de 10 000 omatidies, donc 10 000 facettes. Et dans la journée, chacune de ces omatidies sont isolées les unes des autres par des parois recouvertes de cellules pigmentaires. Du coup, elles sont vraiment isolées. C'est-à-dire que lorsqu'un rayon de lumière rentre obliquement dans l'omatidie, donc de travers, les cellules pigmentaires renvoient une partie de la lumière et on voit l'œil en couleur, donc couleur verte ou brune, etc. Mais si le rayon de lumière rentre au centre de l'omatidie, donc dans le même axe que nous qui observons en fait cette menthe, toute la lumière est absorbée et la facette nous apparaît noire. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la pseudopupille. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se déplace, ça va être une facette différente qui va nous apparaître noire. Comme le point noir bouge, on a l'impression qu'elle nous suit du regard. La menthe nous voit sur toutes ses facettes en fait. Enaloel Mateo Espada est une passionnée d'insectes. Elle a fait un master d'écologie à Montpellier. Et c'est la créatrice du compte Insta, Le Monde des Minuscules. Aujourd'hui, nous allons parler avec elle des menthes. Ces belles prédatrices, aussi solitaires que cannibales. Et ceci explique sans doute cela. Quelques informations liminaires que je tire de l'article de l'entomologiste Nicolas Moulin, publié sur l'excellent site Passion Entomologie, créé par l'ami Gilles Benoît, que je salue au passage. Un peu comme Baleine sous gravillon, Benoît s'est choisi comme logo un magnifique et incroyable animal. La mouche aux yeux pédonculés, un insecte qui a des yeux de requin-marteau. Rien que pour ça, la visite de son site Passion Entomologie vaut le détour. Actuellement, les menthes comptent près de 2500 espèces, réparties en 16 familles. C'est en Afrique que les menthes sont les plus diversifiées, 900 espèces, soit presque un tiers de toutes. Il y a autour de 500 espèces en Asie et aux Amériques, un peu moins de 200 en Océanie, et seulement 25 en Europe. La France, elle, ne compte que 8 espèces, dont la plus connue du grand public est la Mantis religiosa, la célèbre menthe religieuse. Mais la petite préférée de la plupart de nos amis naturalistes et photographes, c'est souvent l'ampuse, alias le diablotin, une menthe cornue d'un mimétisme incroyable. Il en sera évidemment question dans ces épisodes. Sur la piste des menthes, chapitre 3 de notre voyage du jour dans le monde des insectes. C'est parti. Salut Anna. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver, le moment est solennel, c'est notre dernier épisode ensemble. Est-ce que je peux dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir les menthes religieuses, l'ordre des menthoptères, et je commence tout de suite par te demander combien il y a d'espèces de menthes dans le monde, combien il y en a en France? En France, il y a 9 espèces et dans le monde, il y en a 2400. On est donc un peu pauvre, un peu comme les phasmes. Oui, c'est fou, hein. Tu disais par exemple dans les précédents épisodes qu'il y avait 139 espèces de coccinelles. Je sais pas si les gens ont conscience qu'il y a autant d'espèces de coccinelles différentes, mais pour le coup, les menthes, tu me disais que pour la plupart des gens, ils pensaient qu'il y avait qu'une seule espèce, à savoir la fameuse menthe religieuse toute verte. Exactement. Ou alors 2 espèces, la menthe verte et la menthe brune. Mais là aussi, c'est faux. On va détailler les 9 espèces à la fin de cet épisode, mais je voudrais commencer par rappeler l'étymologie de menthe. Menthe est un mot qui signifie devineresse, prophétesse. C'est un mot qui a été attribué déjà par les Grecs. À l'époque de Théocrite, j'ai noté 300 avant Jésus-Christ, la menthe s'appelait déjà comme ça pour cette attitude hiératique, religieuse, cette attitude figée où elle ne bouge pas. Les menthes, tu vas nous le raconter, chassent à l'affût et elles ont ces espèces de pattes repliées, on a l'impression qu'elles prient et c'est drôle parce que les chrétiens qui ont ressenti le besoin de mettre leur grain de sel jusque dans les menthes, justement, précisément, les ont appelées religieuses. C'est-à-dire que, en fait, c'est presque un pléonasme, c'est presque une répétition. La menthe, ça veut déjà dire que ce sont des animaux qui sont un peu des devins, qui sont un peu sacrés d'une certaine manière. Et donc, c'est les chrétiens qui ont rajouté le religieuse parce qu'on a l'impression qu'elle prie.
Les mantes ont une tête triangulaire, elles ont des grands yeux, elles peuvent tourner cette tête à 180 degrés, c'est utile pour des chasseresses, pour des prédatrices. Elles ont des yeux très espacés les uns des autres, des yeux composés, typiques des insectes. Chacune des facettes s'appelle une omatidie. Et je suis content parce que tu vas enfin m'expliquer quelque chose. Je me suis toujours posé la question ce que c'était et comment ça marchait. C'est quand on regarde de près une mante, on a l'impression qu'elles ont une tache sombre sur l'œil qui nous suit du regard. Et cette tache sombre a été bien étudiée et bien répertoriée, ça s'appelle la pseudopupille. Explique-moi à quoi ça correspond. Alors, les yeux des mantes sont composés de plus de 10 000 omatidies, donc 10 000 facettes. Et dans la journée, chacune de ces omatidies sont isolées les unes des autres par des parois recouvertes de cellules pigmentaires. Du coup, elles sont vraiment isolées. C'est-à-dire que lorsqu'un rayon de lumière rentre obliquement dans l'omatidie, donc de travers, les cellules pigmentaires renvoient une partie de la lumière et on voit l'œil en couleur, donc couleur verte ou brune, etc. Mais si le rayon de lumière rentre au centre de l'omatidie, donc dans le même axe que nous qui observons en fait cette mante, toute la lumière est absorbée et la facette nous apparaît noire. C'est ce phénomène-là qu'on appelle la pseudopupille. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'on se déplace, ça va être une facette différente qui va nous apparaître noire. Et c'est surtout ce qui fait, je rebondis sur ce que tu dis, qu'on a l'impression que l'insecte nous regarde et nous suit du regard. Exactement, parce que comme le point noir bouge, on a l'impression qu'elle nous suit du regard. Mais ce n'est pas le cas. Alors, l'insecte nous voit, mais il ne nous suit pas du regard. En fait, c'est juste un phénomène optique. Exactement. C'est-à-dire que la mante nous voit sur toutes ses facettes, en fait. Le phénomène de tache noire, c'est vraiment juste un rayon de lumière qui est absorbé totalement par une des facettes. C'est ça le point noir qu'on voit. Je vais te dire un truc très amoureux. Rien que pour ça, je suis content d'avoir fait l'épisode. Tu vois, l'épisode, pour moi, pourrait s'arrêter là. Et ça tombe bien parce qu'on est très fatigués, toi et moi. Bref, on va quand même pas tourner Kazakh si vite et laisser nos auditeuristes comme ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les yeux des mantes ? Oui, on voit parfois des mantes avec les yeux qui sont entièrement noirs. Et on me demande pourquoi ma mante a les yeux noirs. Est-ce que c'est une maladie ? D'où ça vient ? En fait, il faut savoir que pendant la nuit, les mantes rétractent, donc elles enlèvent les pigments des parois de chaque omatidie, comme on l'a expliqué avant. Et comme ça, quand un rayon lumineux traverse une omatidie, en fait, elle traverse toutes les omatidies qui sont devenues transparentes. Et c'est pour ça qu'elles absorbent beaucoup plus de lumière, et c'est comme ça qu'elles voient la nuit. Et du coup, c'est pour ça que les yeux des mantes nous apparaissent entièrement noirs. Donc la vision de la mante perd en qualité, mais lui permet de voir la nuit. Moi, je voudrais qu'on enchaîne sur les pattes ravisseuses, qu'on appelle encore les pattes raptoriales des mantes, ces fameuses pattes que tout le monde voit en forme, je vais dire, de pinces finalement, rabattues l'une sur l'autre. On a l'impression qu'il y a des dents, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de préhistorique, de terrifiant. Ces pattes, ils lui servent à attraper ses proies, donc elles ont des raisons d'être longues, pointues, avec toutes ces dents qui lui servent à maintenir ses proies. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces pattes ? La première chose que j'ai envie que tu me dises, c'est que quand on regarde rapidement, on a l'impression que voilà que c'est une espèce de grosse pince, mais il y a encore un tarse délicat, je vais le dire comme ça, qui se prolonge au bout de la patte de la mante. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un tout petit truc, il faut vraiment s'approcher de près pour le voir. À quoi ça sert ? Les tarses, c'est l'extrémité en fait de chacune des pattes de tous les insectes. C'est une partie qui est présente chez tous les insectes et ça permet de se déplacer et c'est aussi la partie où on va avoir un peu les zones sensorielles pour toucher, parfois goûter là où elles se déplacent. Les tarses, ce dont on parle, c'est ce qu'il y a au bout des pattes des insectes. Et souvent, si on regarde bien, il y a deux petites griffes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, mais ces parties qui servent à l'adhérence de l'insecte. Oui, c'est ça. Et les pattes ravisseuses, en fait, quand on les observe, comme tu disais, c'est une espèce de pince. En fait, c'est juste la patte qui est repliée sur elle-même. Et à l'intérieur de chacune de ces parties de ces pattes, il y a des espèces d'épines, ce qui fait que quand elle serre l'insecte dans ses pattes ravisseuses, elle va le transpercer avec ses épines. Donc c'est vraiment très efficace et à la fois ça le blesse ou ça le tue, mais surtout ça le maintient et du coup il bouge pas pendant qu'elle le mange. Les mantes chassent à l'affût. Comment se passe la chasse d'une mante ? Les mantes chassent effectivement à l'affût, c'est-à-dire qu'elles attendent sans bouger, comme tu le disais. Elles vont attendre d'avoir une proie qui passe devant elles pour les capturer d'un geste vif. Donc leur proie, ça va être les criquets, certaines araignées, des mouches ou même des papillons
qu'elles vont enlever les ailes et manger l'abdomen. Il y a pas mal de vidéos de mantes qui, l'instant d'avant était une sorte de brin d'herbe qui se balançait mollement. C'est un truc qu'il faut dire sur ces insectes. Un peu comme les phasmes, les mantes imitent même les mouvements des plantes, c'est-à-dire du vent qui fait un peu bruisser les herbes et qui se balancent un peu mollement comme ça. En fait, les mantes sont naturellement capables de se fondre non seulement par leur couleur, leur mimétisme, mais aussi par leurs micro-mouvements qui imitent des mouvements naturels d'un brin d'herbe, par exemple. Tu me le confirmes? C'est le cas notamment chez une des espèces où on dirait vraiment qu'elle danse constamment, comme si elle était balayée par le vent. Et c'est une des 9 françaises, si c'est le cas, tu peux me dire son nom? Oui, c'est ça. C'est l'Ampus pennée ou le diablotin. Ah, l'Ampus, c'est la star des photographes. Oui, c'est ça. C'est celle que tout le monde aime. C'est celle qui a un abdomen tout recourbé, qui a des cornes un peu, d'où son nom de diablotin, j'imagine. Oui, c'est ça. Et qui a l'abdomen complètement lobé, donc avec plein de petits lobes. On parlera un peu de ces espèces et notamment de l'Ampus à la fin. Je voudrais qu'on l'enchaîne sur le thorax de la mante est notoirement étiré par rapport à d'autres insectes comme les coléoptères, les diptères. En gros, le thorax d'habitude, c'est un tout petit truc entre l'abdomen et la tête. Mais chez les mantes, il est extrêmement allongé. Et donc, c'est un peu complexe. Il y a le pro, le méso et le métathorax. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le thorax des mantes? Le thorax est en fait très utilisé pour identifier les espèces. Comme on a dit là, en France, on a 9 espèces et certaines ne se différencient que par le rapport de taille entre longueur et largeur du thorax. C'est vraiment particulier. Et ces tailles sont très importantes. On va continuer à décrire les mantes. Parle-moi des ailes des mantes. Elles ont 4 ailes. Oui, la première paire d'ailes est très allongée, très fine et va servir à protéger la seconde paire d'ailes. On repart un peu toujours sur le même mécanisme de protection des ailes des insectes. Et la deuxième paire d'ailes, elle est en éventail et est complètement repliée sous cette première paire d'ailes. Mais en fait, ces ailes sont très très grandes et ça leur permet de voler sur des distances assez conséquentes, enfin plusieurs mètres quoi. Alors moi j'ai noté que les femelles, bien souvent, étaient trop lourdes pour voler. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la littérature. Tu me le confirmes? Pour les femelles qui ont leurs œufs et qui sont fécondées et qui sont gravides, oui, elles sont lourdes. Après, pour les jeunes femelles qui sont encore toutes fines, qui ne sont pas encore reproduites, non, elles peuvent voler. D'accord. Pas d'antiféminisme de ma part envers nos amis les mantes. Que dire vite fait, leur abdomen est divisé en 10 tergites ou tergites, c'est le nom des segments qu'elles ont sur le dos, et 9 sternites sur la face ventrale. Je passe vite sur ces notions un peu compliquées. Voilà, c'était juste pour dire tergite et sternite, c'est bien les mots qu'on consacre aux différents segments de l'abdomen. C'est exactement ce que tu as dit, mais ça ne se limite pas aux mantes. C'est le cas en fait chez tous les insectes. Sternite et tergite, c'est utilisé chez tous les insectes. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il y en avait 10 et 9 partout, mais non, en fait c'est variable. Alors, on va parler d'un des aspects les plus intéressants des mantes et que tout le monde connaît, c'est que malheureusement, Monsieur Mante résiste assez peu souvent à l'après-coït. Les mantes sont cannibales et les femelles mangent, je ne sais pas comment dire, leur amant, leur partenaire, leur mâle. Exactement. Mais l'idée reçue est que c'est systématique. Et ça, c'est faux. Une étude a été faite d'ailleurs pour étudier à quelle fréquence ça se fait. Et en fait, ça arrive 1 fois sur 3 chez la menthe religieuse. Il faut savoir que c'est surtout la menthe religieuse qui mange les mâles, en tout cas en France. Et cette étude a été faite en captivité et en conditions naturelles. Donc c'est vraiment 1 fois sur 3, donc c'est pas si énorme que ce qu'on croit. En fait, les femelles ont absolument besoin d'avoir des protéines pour être en capacité de pondre. Et si elles n'en ont pas assez, si elles ont faim et besoin de protéines, le mâle, en gros, est un parfait candidat à portée de patte pour se rassasier. Mais si la femelle a déjà tout ce qu'il faut, si elle est bien nourrie, elle tuera pas le mâle, elle en a aucun intérêt. C'est débattu, cette histoire de cannibalisme. Quel est l'intérêt que la femelle mange le mâle? Et donc, apparemment, il y aurait 2 pistes. La première, c'est que les scientifiques auraient constaté que l'accouplement est amélioré lorsque la femelle commence à manger le mâle, l'expulsion de sperme est plus efficace. Et donc, paradoxalement, il n'y a pas que l'histoire des protéines après coup, mais le coït est plus efficace lorsque la femelle s'empare du mâle. C'est une première piste qui a été explorée. Et la deuxième piste, alors là, j'avoue que j'ai pas bien compris, veut que les mâles, en fait, du coup, vu cette sale habitude, craignent les femelles affamées et cherchent des femelles moins affamées. Et du coup, ils en rencontreraient plus, et du coup, ça favoriserait la dispersion de l'espèce. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu as entendu parler de cette théorie? La première théorie, oui. Si tu as déjà vu un accouplement de menthe, quand elle arrache la tête du mâle, on voit que les mouvements de l'accouplement sont beaucoup plus frénétiques, ce qui corrobore cette théorie. Pour la deuxième théorie, par contre, je n'en avais pas entendu parler. Bon,
C'est bien, c'est clair, c'est net. Donc en tout cas, c'est débattu, on sait pas trop ce qu'ils se disent, mais il fallait le citer. Alors, tu as tenu à me parler aussi des œufs des menthes qui sont, comme dans le cas de beaucoup d'insectes, disposés dans ce qu'on appelle une oothèque. Donc sur le modèle de bibliothèque ou de médiathèque, l'oothèque, c'est une sorte de sac qui contient les œufs. Donc pourquoi tu as tenu à me parler des oothèques des menthes? Parce que justement, il n'y a pas tant d'insectes que ça qui pondent leurs œufs sous forme d'oothèque et tout le monde ne connaît pas ce terme. Donc les oothèques, c'est une petite formation en fait qui est fabriquée autour des œufs en même temps que la ponte. Donc c'est de l'écume brassée d'air qui va se solidifier et qui va faire une petite structure de 2 à 4 cm de long et qui va surtout isoler et protéger les œufs du froid car les menthes vont passer l'hiver sous forme d'œufs. Du coup, ils sont tous rangés et alignés dans des petits compartiments et on les trouve souvent sous les pierres, si vous soulevez des pierres, ou à la base de tiges sèches. D'accord. J'ai aussi noté un mot compliqué sur les menthes, mais toujours pareil, qui raconte quelque chose, je trouve, de très intéressant. C'est que les menthes seraient hémimétaboles. Avec toi, dans un épisode précédent, on a parlé des insectes qui sont holométaboles, comme les papillons, c'est-à-dire, en gros, holométabole, ça veut dire que l'insecte change radicalement entre la larve et l'adulte. En gros, la chenille se transforme en papillon après le stade de nymphe. Et donc il y a un changement radical et complet. La larve ressemble pas du tout à l'adulte. Tu nous avais parlé, quand on avait parlé des punaises, des hétérométaboles comme les punaises, c'est-à-dire que en gros la larve ressemble déjà à l'adulte et c'est une série de mues successives et il n'y a pas de stade immobile de nymphe comme il y a chez les papillons. Et là j'ai appris que les menthes étaient, elles, hémimétaboles. Ça veut dire quoi? Du coup, les hémimétaboles sont un type d'insectes hétérométaboles. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir grandir par mues successives. La larve, le juvénile ressemble beaucoup à l'adulte et il va juste grandir et développer ses ailes s'il en a. Il est différencié en fait des hétérométaboles parce qu'il y a un stade supplémentaire qui s'appelle les sub-imagos. Donc c'est un stade en fait juste avant d'être adulte. Imago, ça veut dire adulte. Merci Anna Noël. On a fini sur ces bonnes paroles. J'espère que ça a intéressé ceux qui nous écoutent. Et puis je vais te retrouver très vite pour un deuxième épisode. Salut Anna. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une trentaine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee ou Hello Asso. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide. Il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.